Bienvenue sur Leadcorn, le podcast. Ici, on parle management et leadership, mais pas que, puisque je te parle également de retour d'expérience dans l'entrepreneuriat. Pour moi, le management est quelque chose de simple, puisqu'il s'agit uniquement de relations humaines. Au fil des épisodes, tu découvriras tous mes trucs et astuces qui te permettront de te gérer toi, mais également de gérer une équipe. Et crois-moi, ça marche même avec ta belle-mère chiante. On se retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je reçois Benoît. Et oui, grande première, parce que effectivement, jusqu'à maintenant, je n'ai eu que des femmes, Benoît, je te le confie. Ah ben c'est un honneur. Voilà, et donc c'est une grande première. On se connaît par le biais des réseaux depuis un petit bout de temps maintenant. Et je suis ravie de t'accueillir sur cet épisode, en tout cas. Et on va partager sur un sujet qui intéressera énormément d'entrepreneurs, je pense. Et je vais te laisser te présenter. Ok, ben, déjà on va parler de vente. Oui. Prioritairement, c'est vrai que c'est un sujet que j'affectionne particulièrement. Donc moi je suis Benoît, je suis mentor et consultant business spécialisé dans la vente et dans les stratégies marketing. Et j'accompagne les solopreneurs à vendre leurs offres, à vendre leurs formations, à vendre leur accompagnement et faire en sorte qu'ils n'aient plus de mal à vendre. Voilà. Et pourquoi, du coup, t'en es venu à ça? Qu'est-ce qui, dans ton parcours, parce que tu as un parcours un petit peu atypique, si tu peux nous l'expliquer en quelques mots, dans ton parcours, en fait, comment tu es venu spécifiquement à accompagner sur ce domaine de la vente, qui est quand même assez particulier. T'as 2 heures et demie pour que je t'explique? Non, non, je vais faire la version courte. Non, j'étais kiné avant pendant 8 ans, donc j'ai jamais vraiment bossé dans le salariat. J'ai bossé que un seul mois dans le salariat. C'était un petit job d'été juste avant de partir en vacances. Et après, j'ai plus jamais été salarié. J'ai eu mon diplôme de kiné. J'ai été kiné pendant 8 ans. Donc, c'est différent d'entrepreneur Oui. et c'est différent aussi du salariat. Donc, on est en libéral. On n'a pas forcément à aller chercher des clients parce que on n'a pas de clients. Déjà, c'est des patients. Et en plus, on ne doit pas aller les chercher puisqu'ils viennent à nous. Ils viennent à nous soit parce qu'ils habitent à côté, soit parce qu'ils sont recommandés par les médecins, etc. Donc, on n'a pas ce travail d'entrepreneuriat. Donc, c'est bien différent. Moi, j'ai toujours eu une âme d'entrepreneur, donc ça faisait, même en étant kiné, ça faisait un moment que que je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais en fait, ce qui me bloquait, c'est que j'étais dans une situation tellement confortable où je gagnais bien ma vie, où j'avais pas besoin de plus, où je me plaisais dans mon métier, qu'en fait, j'aurais voulu développer l'entrepreneuriat en même temps que kiné, par exemple à 50-50. Mhm. Et je me suis aperçu après m'être lancé que ce qui me bloquait, c'était justement de lancer les deux en même temps et que j'avais pas envie. Donc il y a eu des petites choses qui ont fait que j'ai décidé de lâcher kiné, pas parce que j'aimais plus, mais pour me lancer pleinement à 100% dans mon projet d'entrepreneuriat. Et du coup, j'en suis pas venu à la vente directement. La première chose, enfin, le premier métier que j'ai eu dans l'entrepreneuriat, entre guillemets, c'est coach business et mindset. C'était plus Ok. général, etc. Je débutais, donc je me suis fait accompagner, etc. Je débutais, je prenais les choses en main. J'avais déjà des idées en tête de ce que je voulais faire, mais petit à petit, au fur et à mesure, ben, ça s'est affiné avec l'expérience, avec les préférences, ça s'est affiné. Et aujourd'hui, je me suis spécialisé dans la vente parce que je me suis pris de passion pour ça et j'ai compris aussi que c'était ben, la clé de tout dans l'entrepreneuriat. Ah, effectivement, alors ça, c'est un truc pour avoir être passé aussi par là, hein, je le cache pas, on passe tous par là. Quand on nous dit tu te lances à ton compte, fais un compte Insta, fais un compte ce que tu veux, communique, les gens, si ton idée elle est bonne, ils vont venir tout seuls. Non, ils viennent pas tout seuls. On est bien Non, je suis pas d'accord? tout seul. Non, non. Et là, tu te confrontes en fait à ce côté, pour moi, un peu vendeur de tapis. Bah, le démarchage qu'on peut avoir par téléphone, je pense que tu vois de quoi je parle, où tu dis non 15 fois et on insiste, non mais notre offre, elle est pour vous, absolument. Et bah non, en fait. Et, euh, et en tout cas, pour ma part, c'était cette crainte au début de démarcher, vraiment de déranger. Alors je pense que c'est quelque chose qu'on t'a souvent dit, en tout cas que tes clients, quand ils sont venus te trouver, t'ont dit, de déranger. Et est-ce que toi aussi, t'as vécu, en fait, au début,
ce petit challenge où bon, t'es pas à l'aise, tu sais pas, tu t'es loupé certaines fois et on se loupe encore même quand on est formé, hein, faut pas se le cacher. Alors moi, de mon côté, oui, je l'ai vécu plus ou moins. J'avais pas de grosses peurs, de gros blocages, mais en fait, il y a deux choses. La première chose dans la vente, c'est le mindset, c'est effectivement Mm. l'état d'esprit. Si on y va en ayant peur, si on y va, comme tu dis, en ayant peur de passer pour un marchand de tapis, si on y va en ayant peur de se prendre des noms, en ayant peur de se prendre un mur, en ayant peur de déranger, si on y va avec cet état d'esprit, déjà, on conditionne notre vente à la rater. Le deuxième point que tu n'as pas encore abordé, c'est aussi la maîtrise de la compétence, en fait. Oui. Quand tu commences, forcément, tu maîtrises pas, tu as besoin de l'apprendre. Et même quand tu l'apprends, tu as besoin de pratiquer pour faire en sorte d'être plus à l'aise au fur et à mesure. Toi, ton premier épisode de podcast, j'en suis sûr que tu étais plus terrorisé que maintenant, je sais pas combien de temps est, mais voilà, maintenant c'est plus naturel parce que tu as besoin de pratiquer. Donc, quand on est averti, on dit, je sais plus l'expression, un homme averti en On vaut. vaut deux, oui, c'est Ouais. ça. Mm. Quand on est prêt, quand on est préparé, quand on sait comment faire, quand on sait ce qu'on a à faire, forcément, au niveau mindset, on est plus détendu. Alors que quand on se lance, on ne se fait pas accompagner, on a nos peurs, en plus, on ne sait pas particulièrement comment faire, on est sûr qu'on va, quand je dis bégayer, se tromper, dire des choses qui vont faire foirer la vente sans forcément s'en apercevoir. Et surtout, on ne va pas comprendre ce qu'on fait de mal. C'est-à-dire, des fois, on va être en appel, on va faire plein d'erreurs, mais si personne nous dit que là, tu fais une erreur qui fait que tu as raté ta vente, ben, en fait, la personne, elle peut pas s'en apercevoir. Ouais, ça c'est bah, d'où l'utilité en fait de l'accompagnement. Effectivement, alors je sais que toi, tu as une méthode bien à toi en tout cas pour accompagner tes clients, mais le regard extérieur, en tout cas dans tout ce qu'on fait, accompagnement, coaching, formation, où il y a de l'humain, j'entends, hein, pas la formation en ligne, Ouais, euh, c'est primordial. Enfin, je trouve que, en tant qu'ex-manager qui ai passé ma vie à observer des gens, c'est primordial en fait l'observation et les feedbacks qu'on peut en tirer justement pour pouvoir orienter au mieux. Alors après, chaque appel de vente est différent puisque les personnes qu'on a en face de nous sont différentes. On n'a pas le même, voilà, suivant les conditionnements qu'on peut avoir et ainsi de suite. Mais ces retours pour toi, quand tu les fais, en tout cas à tes clients, qu'est-ce que eux en retirent? Enfin, j'arrive pas à sortir le truc. Qu'est-ce que ça leur fait en fait? Est-ce que ils sont potentiellement réticents parce qu'on n'aime pas changer et on n'aime pas entendre qu'on a tort. yes. Alors, il y a deux choses sur lesquelles j'aurais voulu rebondir, mais il faut que je me Ouais. rappelle des deux. Je vais déjà répondre à ta question. Donc, ouais, généralement, ben, la première chose, c'est qu'ils se prennent une claque dans la gueule quand ils se font avoir des retours. Tout simplement parce que, euh, en fait, comme je le disais, moi, mon rôle, c'est de les faire avoir des résultats. Ma priorité, c'est qu'ils aient des résultats. Donc, si je la joue, entre guillemets, trop bienveillant, ça ne veut Mm. pas dire que je suis pas bienveillant quand je le fais. Mais ce que je veux dire, c'est que si le but, c'est de caresser dans le sens du poil, dire, oh oui, oh, je comprends pas pourquoi tu réussis pas, oh, c'était pas mal, oh, ton offre, elle est, franchement, elle est bien, je comprends pas, et tout ça, c'est pas rendre service à tes clients. Aujourd'hui, pour rendre service à tes clients, tu dois leur dire la vérité. La vérité, c'est pas forcément quelque chose de méchant. Par contre, moi-même qui me suis fait prendre des simulations d'appels de vente et des corrigés de simulations d'appels de vente où on analysait devant moi, moi-même, la première fois qu'on l'a fait, j'étais pas prévenu et ça a fait hyper mal. Ça a Ouais. fait hyper mal. Je l'ai pris pour moi parce que, en plus, j'ai été dépeint comme quelqu'un qui était égoïste, qui pensait qu'à lui, qui parlait que de lui. Et en fait, je me reconnaissais pas dans l'appel Mm. parce que je parlais un peu plus que ce que j'aurais dû, etc. Je faisais plein d'erreurs. Et en fait, le fait de mettre en évidence tout ça, j'ai pris une claque. Donc vraiment très, très désagréable. Mais maintenant, avec du recul, je comprends que ça a été le déclic qui m'a permis de progresser aussi sur ce que j'avais à faire. Donc c'est jamais forcément très agréable. Encore une fois,
on peut faire preuve de bienveillance et dire les choses. C'est pas incompatible. Il y a jamais de la méchanceté. Au contraire, mes clients le prennent de manière bienveillante parce que je prends le temps de leur expliquer. Je leur explique aussi à quel point ça peut être désagréable parce que ben, on n'aime pas qu'on nous dise ben, tu fais pas ça bien, ouais, mais il est en train de me critiquer. Non, je suis en train d'analyser parce que c'est ce que tu me demandes de faire pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Donc, en gros, c'est un passage obligé, inconfortable, mais nécessaire. Et, Bah, euh, et effectivement, ouais, c'est ma vision pour faire avoir des résultats à mes clients. après, je sais que, en tout cas, moi, j'ai pu le dire dans d'autres épisodes, je me fais accompagner aussi sur ma partie business, c'est important. J'ai choisi ma coach parce que justement, elle est aussi comme ça. Elle va pointer du doigt et pas te caresser dans le sens du poil, tout en bienveillance. Donc c'est pour ça, je comprends tout à fait en fait ton discours. Voilà, en général, on s'identifie aussi, on se fait accompagner par des gens avec lesquels on s'identifie, c'est quand même plus Tout simple. à fait. Oui, ça gratte. Ah, je cache pas qu'il y a des jours ça gratte. Mais ce qui est important aussi dans l'entrepreneuriat et aussi dans la vente et ce que tu fais toi de d'analyser, comme tu le dis là, ça fait pas plaisir. Comme j'ai pu le dire avant, l'humain aime pas beaucoup être jugé et pas beaucoup changer en général. Mais c'est aussi pour moi une des compétences importantes que doit avoir un entrepreneur, pardon, de savoir se remettre en question à partir du moment où le feedback, en fait, est quand même constructif. Je veux dire, ça reste constructif, même si ça chatouille. Oui, c'est l'objectif. Après, Mm. juste le mot jugement, je suis pas d'accord. On n'est pas là pour juger, on est vraiment là Non, pour mettre en exergue un peu les points vraiment positifs, les points négatifs, les points à améliorer, aider à réfléchir et surtout pratiquer. Parce que le problème, c'est que quand tu arrives en vrai dans des conditions réelles, ben là, là, tu peux rien faire. C'est donc passer par la pratique et passer par ces analyses qui permettent de voir où est-ce que tu foires, comment tu peux améliorer et comment tu peux goupiller quand tu seras en situation réelle et après te poser les questions et faire une meilleure analyse de tes appels. Quand tu sais, tu as un client, enfin, tu as un appel avec un prospect, à la fin de l'appel, tu peux te dire, bon, ben, est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que là, j'ai bien cadré? Est-ce que là, j'ai posé les bonnes questions? Est-ce que j'ai pas trop parlé? Est-ce que là, j'ai senti qu'à tel moment, j'ai perdu la vente? Pourquoi j'ai perdu la vente ici, etc. Donc, ça te permet de vraiment t'améliorer. Et encore une fois, pour moi, un appel, c'est pas grave si tu le rates. mm. C'est pas grave. Déjà, t'as pas le contrôle sur tout. Toi, tu peux contrôler que ce que tu produis. Mais c'est la personne qui décide en face. Donc, toi, tu peux réussir à faire foirer ta vente. Par contre, même en faisant tout bien, tout parfaitement, c'est possible que tu ne fasses pas de vente. Et dans le sens inverse, même si tu fais pas toi tout parfaitement, c'est possible que tu fasses une vente. Moi, j'ai déjà fait d'ailleurs la vente sur l'appel où j'ai été analysé, où j'ai fait plein d'erreurs, j'avais réussi à faire la vente. Donc, Ouais. c'est pas grave si c'est pas parfait. Le but, c'est de s'améliorer parce que à terme, si tu vas avoir, je dis une bêtise, 30 appels de vente, ben, il vaut mieux en closer 20 que en closer 5. Donc, si tu améliores tes compétences, effectivement, c'est le taux que tu vas réussir à augmenter. Et entre 5 ventes à, je sais pas, pour une personne qui a un produit à 1000, 1500, 2000 et plus, et 15 ventes ou 20, ben, c'est pas la même en termes de CA. Ah non, bah c'est sûr que oui, c'est pas la même chose. Après, toi, est-ce que quand tu fais ces entraînements, est-ce que tu utilises, alors c'est une méthode qui pour moi ne me plaît pas, je le cache pas. Je sais il y a certains coachs qui ont des scripts et qui disent bah tu démarres par ça. Enfin, on en voit partout sur Internet. Je le vois tous les jours chez les gens que je peux croiser sur Insta. Pour moi, je trouve que bah, ça bloque le truc. Enfin, il n'y a pas de spontanéité, tu vois, on se rend pas compte et on en revient en fait aux discussions par téléphone. Hein, oui, non, oui, non. Enfin, donc, est-ce que toi, tu utilises ça? Alors, mais déjà, c'était le deuxième thème que je voulais aborder. Quand tu as parlé tout à l'heure, ça Bah, m'avait tu vois. évoqué ça. Donc, je voulais en parler. Mais oui, je fais que des scripts. Non, ah putain. Oh, zut! Ah putain, ça aurait été dommage quand même. Non, non, ah non, je partage pas du tout cette vision-là de la vente.
Pour moi, la vente, c'est vraiment une conversation et aucun script, en fait. Aucun script, il n'y a pas de... En fait, c'est vraiment, comment le dire? C'est vraiment une posture, c'est vraiment, en fait, savoir ce que tu veux aller chercher, mais tu es dans la conversation. Moi, personnellement, quand je fais des appels de vente, j'ai aucune note. Je prends très peu de notes, même quasi jamais en vrai. En vrai, j'essaie de me rappeler, mais je prends pas du tout de notes. Je retiens en fait. Ouais. Je retiens les informations essentielles. Si j'ai vraiment peur d'oublier une information essentielle, je la note, mais je passe pas. J'avais une cliente qui notait tout au début. Se faisait accompagner, elle notait exactement. Et à la fin, pour pitcher la personne et faire comprendre qu'elle avait compris, elle répétait l'intégralité de la conversation qui s'était passée auparavant. Entre les informations non importantes, importantes, moyennement importantes, des choses qui avaient rien à voir, elle répétait tout. Donc ça n'avait aucun intérêt. En fait, donc souvent dans les personnes qui ont des scripts, et c'est vrai qu'on le voit beaucoup, et moi je Mm. suis vraiment à l'opposé de cette manière-là, je trouve que c'est pas naturel, je trouve que c'est pas conversationnel du tout, parce que en fait ça revient très souvent à un interrogatoire de police avec question-réponse. C'est ça. Ouais, mais Il y c'est a ça. Mm. question, réponse, question, réponse. Peu importe la réponse que tu me dis, je vais te poser une autre question derrière qui est déjà prévue. En fait, limite, fais-le faire par un robot qui parle à ta place, tu t'enregistres et tu bois un café à côté ou tu joues aux cartes. Parce que, quoi qu'il arrive, ils font exactement toutes les mêmes conversations avec tout le monde et surtout, ils n'écoutent pas les réponses. Puisque une fois que la personne donne sa réponse, la Ouais, on passe à la personne, suite. généralement, elle passe à une autre question Mm. et elle prend pas en compte comment la personne peut se sentir écoutée si on est dans une question-réponse. Le but, le vrai but d'un appel, c'est d'aller par le questionnement chercher des informations importantes, mais ensuite, c'est comment utiliser ces informations pour rebondir sur une conversation et aller taper dans le mille. Après, pour moi, effectivement, ça reste conversationnel. Ma vision, en tout cas, c'est ça, c'est une collaboration entre deux humains avant même de signer une vente. Alors peut-être à tort, hein, mais c'est la vision que j'ai aujourd'hui. Ça reste conversationnel. Ça m'arrive en appel de me rendre compte que je suis pas la bonne personne pour Ouais, accompagner ce client-là, parce que pour moi, et à mes débuts, je l'ai fait, et je pense qu'on a tous fait, presque tous, j'entends cette erreur de prendre tous les clients qui viennent et de se rendre compte que non, mais en fait, pourquoi j'ai fait ça? Enfin, voilà. Donc aujourd'hui, je refuse assez facilement. Après, j'oriente. C'est l'avantage, au bout d'un moment, tu as un carnet d'adresses où tu peux donner des noms. Mais oui, c'est important. Si tu as ton script, comme tu le dis, bah tu vas, première question, ok, bon, alors je passe à ça. Et alors en plus, je sais qu'il y en a qui ont des trucs. Si à la première question, il te répond oui, tu peux passer là. Si c'est non, tu vas faire autre chose. oh Bah, là là, quelle c'est... horreur. Ah oui, mais c'est un enfer. Et comme tu dis, ça revient à faire. Là, la semaine dernière, j'ai dénoncé, chose que j'aime pas non plus. Alors l'IA, c'est génial. Ça a plein de vertus et d'avantages pour gagner du temps, mais tout ce qui est les messages automatiques. Ouais, maintenant c'est du quotidien. Là, tu parlais tout Mm. à l'heure d'appels téléphoniques. J'en ai reçu un il y a une heure. Et j'ai dit, voilà, je suis pas intéressé. Du coup, je vous remercie. Et la personne, quand même, lâche pas l'affaire et essaye. Et après, tu es obligé de raccrocher. Donc, je vais pas les insulter, mais du coup, je raccroche parce que même en étant poli, en fait, il y a une notion qu'ils n'ont pas compris et qui est hyper importante dans la vente, c'est la notion de consentement. Ouais. Et, et voilà, je voulais dire autre chose, mais j'ai perdu. Tu t'es perdu, ça y est. Donc, ouais, la notion de Mm. consentement, elle est hyper importante. Oui, dans la vente, en fait, c'est, c'est contre, j'ai plus le mot, ça va à l'opposé de ce qu'on pourrait penser. Contre-intuitif? Non, oui, peut-être. Il y a un autre Ouais, mot, mais je le trouve pas. C'est paradoxal. ouais. Voilà. C'est paradoxal, c'est que, en fait, dans la vente, il faut pas avoir l'idée de vendre quand tu es en appel. L'idée principale, que tu dois avoir, c'est d'aider la personne que tu as en face de toi à faire un choix, qui soit favorable ou qui soit défavorable. Encore une fois, tu as dit, nous, au début, quand on a commencé, on prenait tout le monde sans, voilà, et on ne sait pas pourquoi on le faisait. Ben, si, on sait, c'est par peur de manquer d'argent, c'est Mm. peut-être
on avait besoin de rentrer des sous et du coup, on prenait tout le monde, quitte à ce que ça se passe mal. Effectivement, une fois qu'on est plus avancé dans l'entrepreneuriat, la plupart du temps, on se rend compte de cette erreur. Moi aussi, ça a été mon cas et maintenant, j'en suis conscient. Donc, effectivement, je filtre beaucoup. Moi, j'ai juste envie d'être la bonne personne en face de la bonne personne. Parce que si j'ai pas la bonne personne en face de moi et que je lui propose de l'accompagner alors que c'est pas adapté, mais en fait, je vais pas réussir à avoir les résultats que je promets. En fait, je peux pas les avoir avec tout le monde parce que si la personne n'a pas un profil adapté et qu'elle n'a pas de résultats, quel intérêt pour moi de l'avoir? Parce que mon but, c'est de faire avoir des résultats à mes clients pour que mes clients puissent me recommander et avoir que des... moi, je vise 100% de clients satisfaits, je vise 100% de clients qui ont des résultats de ouf. Et si je prends une personne où je sais pertinemment qu'on va pas particulièrement avoir du résultat, mais derrière, moi, j'ai pas vraiment d'intérêt à l'avoir. Moi, je prends que 2 personnes par mois. Donc, ce nombre me permet aussi de me dire, mais voilà, je peux choisir mes projets et je n'ai pas besoin de prendre, si je le sens pas, j'y vais pas, quoi. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important et je parle beaucoup aux débutants et même s'il y a des non-débutants qui continuent de faire, de prendre tous les projets quoi qu'il arrive, non, ça vous prend de l'énergie mentale. Je vous le déconseille. Vous faites ce que vous voulez, bien évidemment, mais je vous déconseille de prendre des personnes que vous sentez pas ou que vous pensez que vous n'allez pas pouvoir leur faire avoir les résultats que vous espérez pour vos clients. Non, puis c'est tout un switch avant d'en arriver à refuser des clients. Honnêtement, hein, c'est tout un switch parce que, bah, comme tu l'as dit, hein, tu es toujours cette balance entre je veux de l'argent, parce que on ne travaille pas non plus pour la gloire, on est bien d'accord. Je veux de l'argent, mais j'ai potentiellement pas assez de clients en fonction de mes objectifs, donc je vais prendre autre chose. Et oui, la collaboration se passe mal. Euh, Toi, tu es plus dans le coaching, moi qui suis plus sur de l'opérationnel, c'est un enfer. Même juste de l'opérationnel, c'est un enfer. Le dialogue passe pas, il y a plein de choses qui passent pas, la personne comprend pas. Donc avant d'arriver à refuser un client, c'est difficile. Voilà. Pour les C'est nouveaux qui vrai. vont nous Ouais. écouter, ouais, c'est quand même Et difficile de se dire, voilà, cette peur du manque de l'argent, enfin, tout ce qu'on entend aussi derrière. Mais c'est un réel plaisir après, j'ai envie de dire, de se dire, bon, voilà, je ne suis pas la bonne personne. Ça fait pas forcément plaisir à la personne que tu en appelles parce qu'elle, elle s'attendait à ce que tu sois son sauveur d'une façon ou d'une autre ou quoi que ce soit, alors que bon, bah non, t'as pas Mais les. pas forcément. Pas Hum, forcément parce que tu as une personne qui va te dire que ben, je pense que je suis pas la bonne personne pour t'accompagner parce que t'as pas le bon profil et je vais pas pouvoir réussir à te faire avoir les résultats. Donc, c'est pas moi la bonne personne, c'est pas moi la bonne solution. Une personne à qui on dit ça, par expérience, et souvent au contraire, elle apprécie ça parce qu'elle se dit, ben en fait, lui, il fait pas les choses pour les thunes. S'il m'avait pris et qu'il m'avait pas dit ça, en fait, moi, je l'aurais pas su. Mais au final, la transparence et l'honnêteté font que les personnes sont OK avec ça parce qu'elles se disent, bon, ben, j'ai bien fait, il m'a dit de pas mettre, ça aurait été une erreur. Donc au final, ça se passe plutôt bien. Je trouve. Mais effectivement, tu parlais, je reviens sur ça, tu disais, c'est difficile au début, la première fois, de refuser un client. Encore une fois, c'est pareil. Entre la première fois que tu vas refuser un client où c'est un petit peu plus compliqué, à la 10e fois, tu vas voir que tu vas être OK avec ça parce que tu vas comprendre pourquoi tu le fais. Et c'est comme partout, c'est comme toutes les premières fois. La première fois, ça signifie toujours une sortie de zone de confort. Et quand on sort de sa zone de confort, on est toujours moins à l'aise. Maintenant, par rapport à ça, aujourd'hui, tu vois, moi, j'ai très peu de limitations mindset parce que ouais. je suis tellement sorti de ma zone de confort et je le fais quotidiennement qu'en fait, je suis hyper bien dans ma zone de confort et je suis hyper bien dans la zone d'inconfort. Et en fait, la zone d'inconfort, pour moi, c'est devenu une zone assez confortable. Tu vois ce que je veux dire? Il doit bien en rester une ou deux quand Bien même qui évidemment, te. mais je Oui. veux dire, en Mm. fait, je vais en zone d'inconfort, je sais que j'y suis, mais je suis OK avec ça, je suis content, même si je suis pas forcément à l'aise, il Ouais. n'y a pas de, il y a pas de souci avec ça.
Et Ouais, c'est- ça te fait plus autant peur que ça me fait plus potentiellement peur. au début où, bon, on va y aller, mais Exactement. on va hésiter longtemps, quoi. Exactement, mais c'est le Mm. switch, c'est quand est-ce que j'accepte de me dire, bon, ben, quand il y a de l'inconfort, j'y vais quand même. Et effectivement, au début, c'est plus dur. C'est plus dur parce que déjà, on a toutes nos peurs, toutes nos croyances, etc. J'ai peur d'envoyer un message, j'ai peur de proposer mon offre et tout. Donc, on va sortir de sa zone de confort, on va le faire pour la première fois, etc. On va ressentir des émotions, des fois toujours de la peur, de la gêne, pas forcément que des émotions positives, mais au bout de 5 fois, 10 fois, 20 fois, mais non seulement on va être meilleur, donc on va moins ressentir ces sentiments-là, et en même temps, on continue à s'améliorer. Donc, je vous recommande à tous de vivre en zone d'inconfort. Voilà. Moi, je sais que quand je me suis lancée, ça paraissait facile, l'entrepreneuriat. Ouais, tout une micro-entreprise, machin. Oui, alors après, tu te confrontes à beaucoup de choses, hein. Tu te rends compte que c'est pas si simple. Ça dépend aussi des caractères des gens. Pour moi, être entrepreneur, tu peux pas te... Alors, ça fait péjoratif et méchant de dire ça, mais jouer la victime tout le temps. Tu vois, il y a un moment donné où il faut y aller, quoi, faut avancer. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mm, C'est pas péjoratif, mais je vais le mm, reformuler différemment ouais, pour que ça fasse moins peut-être pushy. Il faut prendre ses responsabilités. mm, Il faut prendre ses responsabilités. Il y a que toi. Même si tu te fais accompagner, c'est quand même toi qui est dépendant de tes résultats. Moi, je me suis fait accompagner. J'ai eu des très bons coachs. Si je mettais pas en place, j'aurais ça rien sert pu à leur rien. reprocher en fait. Mm. Et ça sert à rien de prendre un accompagnement, entre guillemets, ça marche pas. Bon, ben, c'est la faute du coach. Bon, ben, c'est la faute des gens, ils s'intéressent pas à mon offre alors que mon offre, elle est géniale. Bon, ben, c'est ci, bon, ben, c'est ça. En fait, c'est vraiment ça que j'ai envie de mettre en avant. C'est vraiment de prendre ses responsabilités, d'assumer et de trouver des solutions. Plutôt que de se plaindre, cherchons des solutions. Et quoi qu'il arrive, qu'on soit Aline de The Bee Boost et qu'on ait un succès fulgurant ou même qu'on ait une entreprise déjà là depuis des années et des années, on aura toujours des difficultés, il y aura toujours des challenges. L'entrepreneuriat, ce sera jamais simple, mais il y a une phrase qui dit, alors c'est choix facile, vie difficile, et choix difficile, vie facile. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait. C'est vraiment important de se confronter, de prendre ses responsabilités, d'oser et de travailler sur son mindset pour faire en sorte de ne pas se laisser trop impacter par les moments un petit peu plus durs. Parce que c'est un marathon, l'entrepreneuriat, et effectivement, ceux qui perdent, c'est ceux qui abandonnent. Ceux qui abandonnent au premier obstacle, ceux qui vont chercher des excuses. Et tout ça, c'est le mindset qui te permet pas de pérenniser un business. Après, il y a des gens qui sont pas faits pour ça, hein, où c'est trop compliqué. Parce que Ouais, c'est... On te met quand même beaucoup, enfin, moi je l'ai vécu surtout au début, t'as beaucoup de bâtons qui arrivent comme ça sur ta route, tu les comprends pas et tu te dis mais comment je vais faire? Donc je suis plutôt partisane au moment où ça arrive, bon bah si ça va pas et accepte le truc et puis mais après on prend du recul, on réfléchit et on trouve une autre solution, un autre angle, on fait autre chose. Et, euh, et c'est ça qui est que tu as beaucoup partagé dans tes paroles sur la vente. C'est on peut se tromper. Euh, Moi, des appels et même des messages, hein, même des discussions à l'écrit, mais j'en ai foiré, mais un bien nombre sûr. incalculable de fois. On peut se tromper, mais il faut savoir pourquoi on s'est trompé, enfin comprendre. Voilà, pourquoi on s'est trompé, se faire accompagner parce que c'est pas évident tout seul, et avoir cette niaque que tout le monde n'a pas. Parce que des bâtons, on en prend beaucoup. Je veux pas dire tous les jours, mais des fois, ça dépend, hein, des périodes. Et que si tu n'as pas ce passage à l'action, si t'as pas la niaque, ça devient très compliqué. Et je pense qu'il y a des gens, honnêtement, qui sont pas faits pour ça. Pour rebondir sur ce que tu dis, je dirais que en théorie, dans la théorie, à partir du moment où tu as une connexion Internet, dans la théorie, tout le monde pourrait devenir Mm. entrepreneur et être entrepreneur. Maintenant, est-ce que tout le monde est fait pour être entrepreneur? Je suis d'accord avec toi, je pense que c'est pas fait pour tout le monde.
Je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Ça peut l'être dans le sens où il faut qu'il y ait un shift mindset mais c'est pas fait pour tout le monde, mais il y a beaucoup de choses à débloquer et potentiellement une personne qui a vraiment l'envie, la niaque, la grinta de réussir, déjà elle est faite pour être entrepreneuse. Si elle a vraiment un, une rage en elle de réussir et que quoi qu'il arrive, elle sait qu'elle va réussir et qu'elle voudra jamais abandonner, déjà rien que cet aspect-là du mindset lui permettra, ben, si elle se fait guider, accompagner, forcément si elle a besoin, de réussir. Parce que contrairement à une autre personne qui va se dire, ben, en fait, ben, moi j'ai envie, je préfère rester bien dans ma zone de confort, je préfère juste, voilà, j'ai ma maison, j'ai mon salaire, j'ai pas besoin de m'embêter, je préfère rester dans mes pantoufles. Ben, c'est OK en fait, c'est même pas un jugement, c'est juste que Ah non. c'est Mm. des choix de vie. Des choix de vie, soit j'ai envie, voilà, pour ma propre sécurité, de ne pas prendre de risques, et c'est un choix OK. Soit j'aspire pas à ça, j'aspire peut-être à mieux, j'ai envie de me surpasser, j'ai envie de me connaître mieux, j'ai envie de me découvrir, j'ai envie d'atteindre des sommets au niveau des sous, par exemple. Donc chacun ses moteurs, mais encore une fois, c'est le choix des gens et il n'y a pas de jugement. Tu vois, moi, je connais des personnes ultra ambitieuses qui veulent gagner plus de 10 millions d'euros et pour moi, ça fait pas sens parce que c'est pas mon objectif à moi, mais c'est pas un jugement. Ouais, Et une personne pour qui, je sais pas, qui touche 2000 euros par mois dans son métier, sait qu'elle a un métier où elle va pas se faire virer et qu'elle reste, ben, moi, c'est pas en accord avec mes objectifs à moi, mais c'est pas grave. C'est ses objectifs à elle. Donc, je respecte totalement le choix. Donc, c'est à nous de faire nos choix et surtout, ce que je voudrais dire, c'est de ne pas se laisser imposer le choix d'un autre. ouais, C'est-à-dire, bon, ben, il y a tel qui dit qu'il faudrait que je fasse 10 cas par mois. Ou il y a tel qui dit que ben, pour réussir, il faut que j'ai une Rolex. Ou il faut que je vive soit digital nomade. Donc, j'ai juste envie que les gens ils fassent leur choix à eux, ce qu'ils ont vraiment envie, ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Si on te dit, ouais, il faut travailler 70 heures par semaine pour réussir, il faut vraiment travailler dur pour gagner, pour mériter son argent. Non. Déjà, toutes les phrases qui commencent par il faut, ça me dérange. Que c'est chacun a son avis et chacun a sa propre liberté et ses propres désirs. Donc j'ai juste envie que les gens s'affirment, affirment ce qu'ils veulent plutôt que de vivre par rapport à l'influence des autres, des médias, de tout ce qu'on peut entendre. J'ai pas envie qu'on se laisse influencer, mais qu'on puisse répondre et réfléchir par nous-mêmes et choisir par nous-mêmes. Et vraiment, c'est ça pour moi aussi la liberté. C'est la liberté de penser, de vivre comme on veut et de faire nos choix, même si ça déplaît à d'autres ou voilà, et de pas faire attention au regard des autres. Il y en a beaucoup qui font des actions, que ce soit dans leur business ou dans leur vie, si on extrapole, en fonction des autres. Je vais faire ça parce que un tel. Je vais pas faire ça parce que un tel. J'ai envie qu'on se libère de tous les barreaux de prison qui nous empêchent de vivre vraiment libre. bah, après, c'est l'entrepreneuriat et je pense qu'on, en tout cas, pour ma part, et je me suis lancée pour ça, hein. Cette fameuse liberté. Alors, il y en a, ils voient la liberté, Bali, une Porsche, et moi, c'est pas du tout ça. Mais voilà, comme tu dis, chacun met en fait son niveau où il veut et a sa vision, cette fameuse liberté. Et je pense aussi comme toi que les injonctions, ma grand-mère disait, il y a qu'à faucon, tu vois, c'était sa grande phrase. Euh, les injonctions font que, ouais, on se met dans un moule parfois. On se met dans un moule et, euh, et par rapport au sujet de notre truc, comme on disait, les marchands de tapis et tout, bah, la vente, on va se mettre dans un moule. Parce qu'on va se comparer à ce qu'on connaît. On a tous connu les commerciaux qui frappent à la porte. Mm. On a tous connu voilà, ce démarchage téléphonique. Tu rentres dans un magasin, tu n'as même pas le temps de mettre le pied, de traverser la porte, qu'on te demande déjà ce que tu veux.
Yes. Euh, ouais. La technique du pied dans la porte. Ah ouais, voilà, alors aujourd'hui, c'est des choses, tu vois, d'être entrepreneur, j'avais pas conscience de toutes ces techniques, vente, marketing, un peu dans un monde de bisounours, la nana, au début, tu vois. Yes. Mais, euh, mais aujourd'hui, ouais, c'est vraiment, pour moi, et c'est comme ça que j'ai adapté en tout cas ma façon de faire, je crée des connexions avec les gens, parce Mhm. que je suis comme ça. Ça mène à quelque chose, ça mène, il y a des gens, j'ai passé plus de 6 mois à discuter gentiment comme ça, et un jour ça a matché, tu vois. Mhm. Tout à Et je fait. me mets, et je me mets pas cette pression que je me mettais au début, de me dire, ah non, non, mais si je contacte quelqu'un, parce qu'à la base je suis hyper introvertie, pas du tout à l'aise avec les autres, si je contacte quelqu'un, faut vendre. Yes. Et même pour Parce- rebondir sur ce que tu dis, là, sur l'histoire des 6 mois, tu peux aussi avoir des discussions pendant 6 mois avec une personne et que la personne ne souhaite jamais prendre ton service et c'est OK. Ah oui, C'est tout à fait. complètement OK. Mm. La personne, les personnes qui discutent avec toi, elles ne te doivent rien. Tes abonnés qui s'abonnent à toi, ils ne te doivent rien. Ils te doivent rien. C'est si quelqu'un veut travailler avec toi, c'est cool, mais il y a personne qui ne te doit rien. Donc tu peux même pas leur en vouloir entre guillemets. Et j'en connais, c'est la personne ben, refuse. Ouais, ça fait 3 mois que je parle avec toi et au final tu t'achètes même pas chez moi, c'est abusé, blabla. Et puis après ils se cassent, ouais, etc. Bref, non, ils te doivent rien en fait. Ils te doivent rien. Non, ils ont la liberté de choisir, comme nous, Tout on a à la fait, liberté dans l'entrepreneuriat de faire ce qu'on veut. Ils ont cette liberté-là. tout Et à ça, fait. c'est un point, tu vois, chez moi, un point mindset où j'avais, pas autant que ça, mais cette vision de me dire, bah, je passe de temps à discuter avec quelqu'un, donc à un moment donné, je veux que, tu vois, ah, ouais, Ok. ben, ouais, ça marche pas. En fait, ça marche pas. Très clairement, ça marche pas. Est-ce que toi, tu as eu des cas comme ça, des gens qui sont venus te trouver? Là, t'en as cité un exemple, hein, mais de dire, non, mais ça fait 10 plombes, j'envoie 40 messages par jour, je fais ci, je fais ça, et j'ai des appels et ça marche jamais. Alors, bah, j'ai eu cet exemple, ça sert à rien que je donne un autre exemple. Par contre, j'ai un Mm. autre exemple, c'est l'inverse. C'est une personne qui est venue me contacter, en fait, qui me posait des questions et qui essayait de se faire coacher gratuitement par moi. Et donc, bon, pose une, deux questions, je réponds de manière générale et tout ça. Et bon, après, on discute. Vu que c'est un prospect, je Oui, commence à creuser, essayer de voir parce que c'est un prospect potentiel. Donc, au final, il pose des questions. Moi, bien évidemment, je réponds. J'ai aucun intérêt à ne pas répondre, mais de manière généralisée. Parce que la personne ne paye pas, je peux pas prendre le temps de personnaliser les réponses par rapport à la situation, etc. Donc, je réponds, j'aide quand même un petit peu la personne et puis elle continue. Donc moi, je lui dis, ben écoute, effectivement, je vois que tu me poses beaucoup de questions, je vois que tu m'as avoué ton besoin d'aide sur ça, 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 ça. Est-ce que ça te dit qu'on fasse un appel pour voir si ça match et si je peux t'aider, etc. La personne me prend un appel, finalement, elle n'est pas venue, elle a annulé ou je sais pas quoi. Et puis après, une semaine après, elle revient, elle recommence à poser des questions et tout ça. Et moi, je lui dis, ben écoute, moi, je vois que tu me poses beaucoup de questions et c'est vraiment OK, mais moi, je peux pas te faire de coaching personnalisé. Si tu as envie de te faire accompagner, il n'y a pas de souci, on peut en discuter, etc. Et on voit. Et peu importe ce qui s'est passé, c'est que la personne, elle m'a plus donné de nouvelles. Mais en fait, j'étais hyper content parce que moi, ce qu'il fallait, c'est être fixé. Soit la personne, elle avait vraiment besoin de moi et elle se faisait accompagner et puis c'était bien si ça matchait, parce que pour le coup, vu la personne, je suis pas sûr que je l'aurais prise. ouais. Soit elle arrêtait de me poser des questions. Et au final, elle a arrêté de me poser des questions, cette personne. Et moi, je retrouve mon temps, voilà. Je ne me retrouve pas dans une relation un peu toxique avec cette personne. Oui, et puis ça te conforte dans l'idée que, effectivement, je pense pas, au vu du profil, en tout cas de ce qui Oui. ressort des messages, que c'est quelqu'un que. Alors, c'est quelqu'un que tu aurais pu accompagner, mais je suis pas sûre, déjà, que la personne signe. Et, euh, et puis, pas sûr que ça fonctionne.
Parce qu'il y aura Ouais. eu ce début, en fait, de collaboration et de discussion qui était un peu biaisé d'un côté comme d'un autre, quoi. Ben justement, c'est pour ça que je Mm. menais vers un appel pour voir si ça pouvait matcher ou pas. Parce que on en parlait tout à l'heure, le but de refuser, c'est t'amènes une personne en appel, déjà tu vois si c'est le bon profil, si elle peut vraiment être ton client, ta cliente. Et ensuite, c'est de voir si vraiment tu sens qu'il y a des drapeaux rouges, des red flags, où tu te dis, ah non, là, il faut pas y aller, ça pue, et ça va pas être agréable ni d'un côté ni de l'autre. Donc, il vaut mieux éviter ça. Donc, euh, donc le but, c'est toujours de clarifier ça. Ouais, vraiment de sentir, enfin, moi je dis ça comme ça, mais de sentir, oui, si Ouais, le feeling passe déjà, parce que ouais, après, tu peux travailler sur différents sujets, mais il faut que, voilà, faut que ça passe avec la personne. Moi, tout je à sais fait. que une Mais personne après, qui aime pas les blagues carambars, ça passera pas avec moi, tu vois, par exemple. ah, tu poses cette question, aimes-tu les blagues carambars? Non. Non. Bon, mais nous allons devoir mettre fin On à va la couper. collaboration. C'est la première phrase que je pose en appel. Voilà. Ah bah alors là, par contre, je te dis, tu as une différence avec tous les appels scriptés, c'est que là, on va se souvenir de toi. Ah oui, ah bah ça. C'est un point Hmm. positif. Et aujourd'hui, pour synthétiser un peu, comment toi tu vois la vente? Est-ce que pour toi, alors je vais pas dire que c'est, ouais, si ça peut être un jeu, parce que il y en a qui parlent de jeux de séduction, tu vois passer plein de choses comme ça. Comment tu vois la vente pour un petit peu orienter les nouveaux entrepreneurs qui auraient eux cette vision complètement, on va déranger tout le monde et c'est la fin du monde. C'est quoi toi ta vision aujourd'hui? Alors, ma vision aujourd'hui, est-ce que je pourrais dire, ben, je réfléchis un petit peu. Alors moi, déjà, je le vois vraiment, tu parlais de jeu, moi, je le vois vraiment comme un jeu vidéo. Ouais? Un appel, je réussis, ben, je gagne, je réussis pas et je recommence la fois d'après, j'essaie de gagner la prochaine fois. Et souvent, des fois, je rate, mais c'est pas un échec puisque j'aurais pas forcément voulu ou alors j'ai compris que la personne j'étais pas la bonne solution pour la personne. Donc, c'est vraiment de le voir comme un jeu vidéo. De le voir, je dis toujours qu'il faut être quand tu fais un appel de vente avec un prospect potentiel, d'être toujours, de le voir comme un éternel apprenant. Tu fais ton appel de vente, tu es là pour apprendre. Et on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui essaye d'apprendre et qui essaye de s'améliorer. Alors que si tu te mets la pression de la réussite, c'est-à-dire, bon, mais il faut absolument que je fasse la vente. Ou là, dans 5 minutes, je vais devoir poser la question du prix. Ou là, mais qu'est-ce qu'il va penser si je dis ça? Qu'est-ce qu'il va penser? En fait, là, on n'est même plus dans la vente parce que Hmm. on sort de notre vente puisque on est dans notre tête en train de nous auto-saboter tout seul. Donc vraiment, c'est d'être dans le moment, d'être dans une conversation, de vraiment s'intéresser et de poser les bonnes questions et d'aller retirer les bonnes informations que tu as besoin pour ensuite convaincre la personne. En fait, tu convaincs pas vraiment la personne. L'idée, c'est que elle se convainque toute seule, en fait. Parce qu'encore une fois, c'est pas toi qui dois lui dire, tiens, choisis-moi. C'est elle qui doit se dire, ah ben, je vais le choisir. Et Ouais, c'est c'est comme la ça que bonne ça se passe. personne. Hmm. Et c'est comme ça que ça se passe. Et souvent, déjà, ça, c'est un bon shift mindset à avoir parce que les personnes qui veulent mettre cette pression tout de suite, ça va se ressentir. Quand tu cherches à vendre, quand tu fais le forcing, la seule chose à faire, c'est que ça va repousser la personne. D'ailleurs, je fais un post, j'ai programmé un post pour tout à l'heure où je parle de ça. Je dis, Milly, ma petite chatte, si j'ai envie de l'attraper, et parce qu'il faut absolument qu'elle vienne, elle a fait une bêtise, je veux l'attraper, et je peux être sûr que je vais pas réussir à l'attraper. Ouais, Par contre, si je tends mon pied, si je lui secoue sa petite boîte de friandises, là, elle vient, parce que c'est elle qui fait le choix de venir. Donc, c'est très important de ne pas forcer et de ne pas chercher à vendre. La personne, de toute façon, tu ne peux pas forcer une personne à acheter un truc dont elle n'a pas besoin. ouais, Donc, déjà, à partir du moment où tu as ça en tête, tu vas jamais forcer un aveugle à acheter des lunettes de vue. C'est pas possible. Même si tu forces, même si tu insistes, même si
tu fais tous les stratagèmes possibles du monde, tu pourras pas y arriver. Donc, une personne qui dit oui, quoi qu'il arrive, elle le dira en conscience. Maintenant, si tu la forces, c'est là où tu vas faire foirer ta vente. Par contre, si tu l'amènes à elle-même se convaincre qu'elle a besoin de ce qu'elle dit et que en face, tu as une solution qui correspond à ce dont elle a besoin, il n'y a aucune raison de ne pas faire la vente. Ouais. Oui, c'est vraiment de t'assurer d'être la bonne personne. Tout bêtement. Que ton produit soit le bon, parce que c'est quand même l'idée aussi, et puis d'être la meilleure personne pour accompagner. Parce que Tout tu à peux fait, avoir un bon produit et finalement pas être la bonne personne pour des histoires de caractère ou, tu vois, ou de façon de voir les choses. bien sûr. Et après, il y a un autre point aussi, c'est comment euh, c'est les mots. Les mots que tu utilises sont hyper importants. Et c'est hyper important aussi dans le marketing. Donc, si toi, tu as une offre excellente, tu as un prospect qui est pile dans ta cible, qui correspond, qui a le budget, qui pourrait revenir et qui devrait, en toute logique, signer avec toi, tu peux quand même avoir des mots ou pas être capable de bien mettre en valeur ton offre ou pas aller chercher les bons leviers psychologiques pour que la personne signe avec toi. Oui. Donc, bien sûr, ça se travaille. Ça se travaille en amont, ton offre, tes arguments, tes questions, comment tu peux répondre à telle information que va te donner ton prospect. Effectivement, tu as un potentiel d'influence sur ton prospect qui est là. Et encore une fois, c'est surtout, tu as aussi le potentiel de foirer ta vente toi-même tout seul. Ah oui, ah bah ça oui. Alors après, les mots marketing, tu vois, mon offre est la meilleure, enfin, excellente, exceptionnelle et tout, j'ai du mal avec ça. Je... Alors, je parlais pas Hmm, particulièrement de ça, mais ouais. c'est effectivement, il y a encore une fois, on n'est pas là pour vendre du rêve, mais dans une conversation réelle, effectivement, tu as un potentiel d'influence, mais ça se joue sur le capital sympathie, ça se joue Hmm. sur l'intérêt, l'écoute que tu as envers la personne, ta capacité à bien cerner la situation et bien diagnostiquer ses problématiques et bien faire comprendre quelle partie de ta solution permet d'avoir tel résultat par rapport à la situation spécifique de ton prospect. Donc, effectivement, une bonne connaissance de tes clients, une bonne connaissance de ton offre, une bonne connaissance de comment mener un appel de vente, tout ça, c'est des ingrédients importants. Et après, oui, comme tu le dis, il faut de l'entraînement. Enfin, je suis partisane aussi de... moi, je suis une femme de terrain. Je trouve qu'on apprend mieux sur le terrain que dans les bouquins. Hein, m'en voulez pas. Mais oui, on s'améliore à chaque fois. Et après, enfin, tu vois, en même temps que tu me parlais, j'étais en train de me dire, mais comment il arrive à retenir tout ça quand il discute avec quelqu'un sans prendre de notes? Déjà, bravo. Honnêtement, bravo, parce que personnellement, j'en suis incapable de me rappeler de ce que j'ai ressenti par rapport à la personne, tu vois, de me rappeler des détails, oui. Après, des trucs bien, non, non, faut noter. Et du coup, tu vois, j'en ai perdu ma question dans l'histoire. Et du coup, donc ces entraînements que tu fais, combien t'en fais avec les gens? Est-ce que c'est de manière hyper intensive et jusqu'à ce qu'ils pleurent, tu vois, parce qu'ils n'en peuvent Jusqu'à ce plus? que je pleure. Non. De ce que je sais, on m'a jamais avoué avoir pleuré Ouais, après ça. Non, en fait, ça dépend. Alors, j'ai deux offres différentes, mais sur celle où c'est purement axé sur la vente, je fais un appel simulé par semaine. ok. C'est-à-dire, toutes les semaines, je fais un appel, on le simule, c'est-à-dire, il n'y a pas la personne, elle dit, ouais, mais là, qu'est-ce que je devrais dire? Non, non, on est en situation concrète. Ensuite, à la fin, je fais un feedback à chaud. La personne fait un feedback à chaud, je lui fais mes premiers retours comme ça à chaud. Et ensuite, moi, jusqu'à la séance de la semaine d'après, je reprends la vidéo que j'ai enregistrée et je fais arrêt sur image et je fais comme, c'est comme au foot, les analyses de match. Vraiment, Là, tu j'arrête, décortiques tout. je décortique. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le mot. Très bien parce que je le trouvais pas. Je décortique vraiment tout. Donc,
Généralement, ça fait des vidéos de 1 heure et demie où je décortique chaque phrase, où je décortique chaque moment pour que la personne puisse être meilleure pour l'appel d'après. Et c'est vrai qu'on voit des transformations incroyables entre l'appel 0 et l'appel 10, par exemple. Donc, ça me conforte dans ce que je fais. Et puis, moi, voir l'évolution de mes clients, ça me conforte encore plus dans l'idée que je vois à quel point ça a un impact sur leurs résultats. Et je vais te dire là où c'est du génie, c'est le mec qui pense des faire. Non, mais le génie, c'est que j'ai créé une offre qui me permet d'être meilleur à chaque fois. Ouais. Oui, parce Puisque, que tu t'entraînes au passage, toi. puisqu'en fait, Mm. comme je décortique j'ai décortiqué plusieurs centaines d'appels, 200, 300, j'ai pas le compte, mais au final, je deviens encore plus expert de mon expertise. Moi-même, quand je fais mes appels de vente, du coup, je connais sur le bout des doigts, euh, et c'est pour ça que j'y vais sans filet. Moi, je recommande pas à tout le monde d'y aller sans filet comme je le fais. Ouais. J'y vais sans filet parce que derrière, j'ai un bagage entre les appels simulés avec mes clients et mes appels à moi, j'ai vraiment un gros nombre d'appels qui me permet d'avoir cette expertise-là. Donc, c'est que du bénéf, en fait. Et est-ce que tu recommandes, par exemple, en appel, une chose que moi je fais plus maintenant? Au début, tu as ta petite présentation, tu discutes avec la personne. Donc, dans ta présentation, bien sûr, tu mets, alors pas forcément tes offres, tes prix, mais tu vois ce que tu fais, qui tu es, les premiers trucs. Alors, je t'arrête Et de suite. Moi, je fais pas ça, par exemple. oui, Mais vas-y, mais poursuite. ouais, justement, je te disais, en fait, au début, c'est hyper rassurant d'avoir un visuel, tu vois. Mais à titre perso, je me suis rendu compte que ça te coupait. Ça en revient au même truc qu'un script, en fait. Ça te coupe un peu de la personne avec qui tu discutes. Donc aujourd'hui, je ne le fais plus. Ah, tu veux dire avoir un PowerPoint, un truc comme ça? Ouais, voilà, une Ah présentation, tu discutes oui, avec la personne. Donc les premiers trucs, je comprends. tu vas mettre ta tête à toi. Bah oui, voilà, moi je suis un tel. Enfin, peut-être tu refais une présentation. Ah oui. J'accompagne sur ça. Tu discutes avec la personne. Et bien sûr qu'à la fin de ta présentation, il y a tes prix. On est bien d'accord. Ouais. Il y a ce que tu fais. Chose qu'aujourd'hui, je ne fais plus, c'est ma méthode à moi, c'est je discute avec la personne, ses besoins et tout. Si je sens que je peux l'accompagner, je vais lui proposer, voilà, j'ai des slides, je pense qu'on a tout ça, des slides avec mes trucs. Mais est-ce que toi, tu recommandes justement d'avoir ce PowerPoint de base qui permet Alors, de structurer, mais du coup qui pour moi empêche un peu, tu vois, la spontanéité de la discussion? je vais répondre à ta question. Les deux sont faisables. Hmm. Moi, personnellement, je le fais pas et je n'incite pas mes clients à le faire. Mais une personne qui ressent le besoin de le faire, qui a juste besoin de quelques slides et qui a envie de faire comme ça, c'est pas un souci. C'est pas un problème. Vraiment, les deux sont faisables. Mais en tout cas, c'est pas essentiel, c'est pas Oui, indispensable. Si une personne le fait juste pour faire plus pro ou alors qu'elle le fait pour inconsciemment se rassurer, en fait, c'est qu'il y a peut-être certains aspects mindset à aller travailler pour être à l'aise. Donc, les deux sont faisables. Les deux sont faisables. ouais, parce que c'est une recommandation, en tout cas Les que deux j'ai sont pu faisables, avoir. Hmm. mais je le recommande pas particulièrement. Moi, je vous invite plutôt à le faire sans. Bah, c'est ça, Après, hein. encore une fois, tout dépend aussi de votre offre et de ce que vous proposez. Si c'est du coaching ou si c'est de la formation ou si c'est comment on dit, un peu plus de l'opérationnel, Mhm. du done for you, suivant la typologie de votre offre, peut-être que c'est plus pertinent de mettre des slides ou pas. Mais ce sera jamais ni obligatoire ni indispensable. Non, moi, je te dis par expérience, je me suis rendu compte que ça me coupait, en tout cas moi, voilà, de l'échange que je pouvais avoir avec la personne. Je trouve ça plus simple dans l'autre sens, tu vois, Et oui, de parce que discuter, et puis après, on voit, quoi. Tu vois, si tu sens que c'est le bon moment, bon, on voit. il y a deux choses dans ça et je te rejoins. C'est la première, c'est si tu as le PowerPoint devant toi, en fait, tu vas regarder le PowerPoint et tu vas pas regarder la personne. Donc déjà, tu vas être moins dans la conversation. Le deuxième point et qui arrive beaucoup, et c'est pour ça que moi, je essaye de retenir les informations, c'est les personnes qui notent.
qui prennent des notes pendant que tu es en appel. Donc, toi, tu es en appel. Bon, là, ce sera en podcast, donc on ne verra pas la vidéo. Et là, tu vois une personne qui est en face de toi, qui est censée t'accompagner, qui regarde sa feuille et qui écrit et qui te regarde même pas. Et toi, tu es déjà dans un malaise. Et le pire, c'est quand la personne ne te prévient pas. Moi, je t'autorise à prendre des notes, Ah ouais, moi je préviens. Ouais. entre guillemets, mais Mm, dès le début de l'appel. Dès le début de l'appel, mm. tu dis, ben voilà, je vais te poser des questions. C'est possible que par moment, je prenne deux, trois informations, je me prenne des notes pour éviter d'oublier. Est-ce que c'est OK pour toi? Et là, forcément, la personne, elle va dire oui, elle va pas dire non, hein. Et si elle dit non, ben, tu respectes son choix et tu le fais pas, tu vois. Mais ça arrive jamais. La personne, elle dit oui. Et après, ben, une fois de temps en temps, tu as besoin de prendre des notes, tu le fais, mais la personne, elle n'est pas surprise parce qu'elle a été prévenue. Et en plus, elle t'a donné son consentement. Non, puis en plus, si tu fais ça sans prévenir, alors moi je préfère être Ça honnête et arrive. dire la vérité. Tu vois, de dire, bah voilà. Alors j'ai beaucoup d'humour, donc je dis, moi, arrivé 40 ans, mon cerveau, des fois, il retient pas tout. Donc je vais prendre deux, trois notes, mais c'est vraiment, tu vois, Avec l'humour, j'aime beaucoup, ça de passe prendre bien. les trucs essentiels, on va dire, tu vois, faire des points. Voilà, et de prévenir les gens. Enfin, il faut toujours être honnête avec les gens. Alors ça vient de mes 15 ans de management où bah, tu dis ce que tu fais et tu fais ce que tu dis, en fait. C'est la moindre des choses. Et au moins, comme tu le dis, les gens sont pas surpris. Et en général, ça se passe toujours bien. Oui, c'est pour ça que je te disais, faut aimer les blagues carambars, hein, parce que moi, j'ai beaucoup d'humour. Y a pas de problème. Et l'humour, c'est un bon atout de vente. Après, justement, ça me permet de rebondir sur ça. Dans un appel de vente, ton rôle, c'est pas d'être pote avec la personne qui est en face de toi, mais ça t'empêche pas de faire de l'humour, ça t'empêche pas de venir le challenger, ça t'empêche pas d'aller creuser, même ça t'empêche pas d'aller le mettre dans l'inconfort pour qu'il se rende compte de certaines choses. Donc, en fait, il faut vraiment avoir une posture où tu es capable de t'affirmer, tu es capable de ne pas avoir peur ouais, mais en fait, si je dis ça, il va le prendre mal ou quoi que ce soit. Ça, c'est que des suppositions. Il faut pas supposer. Pendant l'appel de vente, j'ai envie que vous vous concentriez que sur votre conversation. Le match, vous le referez après. Je veux pas que pendant l'appel de vente, vous posez, ah, est-ce que j'ai posé la bonne question alors qu'il est en train de te parler, la personne est en train de te parler. Non, 100% focus et de plus en plus s'affirmer. Vous allez voir, il n'y a jamais rien de mal qui va se passer, entre guillemets, et surtout, vous allez de plus en plus prendre confiance. En forgeant qu'on devient forgeron. Tout à fait, Cet adage-là est toujours d'actualité, surtout pour moi. tout à fait. Et du coup, donc toi, quand tu accompagnes les gens, donc il y a ces appels comme le bac blanc, quoi, appels fictifs. Alors, on ne me voit pas, mais je fais des guillemets. Appels fictifs. Et est-ce que tu les accompagnes aussi sur d'autres parties? Parce que tu as expliqué que tu avais plusieurs offres, donc une que pour la vente, si Yes. j'ai bien suivi. Tu en as certainement une autre où il y a aussi un peu de mindset et business dedans. Mais est-ce que dans toutes tes offres, il y a aussi ce côté, bon, ok, je t'apprends à vendre, enfin, je t'entraîne, Ouais. parce que c'est surtout ça, je t'entraîne, et il y a le côté, je t'aide à faire des switches, niveau Yes. mindset, niveau tout ça. Ouais, Alors, ben, du coup, il y a cette offre plus spécifique sur la vente où effectivement on est dans la pratique. Dans cette offre-là, il y a aussi des séances où j'apprends ma méthodologie, la mhm. méthodologie que j'ai mise en place, les subtilités, les grandes lignes pour pouvoir ensuite ben, faire en sorte de l'appliquer sur le concret. Donc, j'aime pas beaucoup la théorie, donc c'est assez rapide. Il y a une, deux séances sur ça, où vraiment c'est pour bien comprendre la méthodologie et pouvoir l'orienter tout de suite vers l'action et la pratique. Et bien sûr, dans toute cette partie-là, il y a aussi du mindset, bien évidemment, des blocages. Mais ça, j'y reviens aussi quand je fais les débriefs des appels de vente, Oui, forcément. Ça, c'est la première chose. Et mon autre offre, elle est plus générale, c'est du mentorat. C'est du mentorat. Donc, c'est vraiment un accompagnement personnalisé. En fait, je suis le deuxième cerveau et je fais avec la personne. C'est-à-dire ok, que on va fixer ensemble les objectifs, on va fixer ensemble la stratégie et on va la faire ensemble. Je fais avec. Pareil, j'aime pas la théorie, je déteste ça. Je déteste la théorie, je vois trop d'accompagnement et moi je m'oppose à ça parce que je suis pas en accord avec ça. Et c'est OK, hein, je respecte ceux qui font, mais ils apprennent que de la théorie.
ils apprennent que de la théorie. Oui, pour le marketing, ben, tu peux faire ça, 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 ça. OK, mais en pratique, concrètement, ça se fait comment? Parce que une fois que ça est passé, la théorie, ben, la personne, elle veut mettre en place, elle veut mettre en pratique la théorie, et là, elle a le syndrome de la page blanche, puisque Mm. certes, sur le papier, c'est tout beau, mais derrière, ben, moi, si j'ai pris un accompagnement, c'est justement que je savais pas faire, j'ai besoin de me faire accompagner. Au final, moi, je fais avec, je crée la stratégie marketing avec, je crée les approches pour les ventes, je crée les pages de vente avec les personnes, je crée les stratégies emailing. Donc, on fait en cerveau commun, en fait. Donc, bien évidemment, je fais part de mon expérience et de mes expertises pour guider la personne. La personne aussi fait et on travaille à deux pour faire en sorte que la personne aussi soit OK avec ce qu'on a mis. C'est pas, tiens, moi je te dis, tu fais comme ça, on fait comme ça, c'est bon. Non, c'est, on en discute. Toi, où est-ce que tu veux aller? OK, je te fais des propositions. Toi, qu'est-ce que tu as envie de me proposer? Etc. On met en commun et on travaille. Donc, moi, dans ma vision de l'accompagnement, c'est vraiment faire ensemble et, et être aussi la personne qui peut soutenir, encourager, qui est capable de te faire des retours et qui est capable aussi de te donner son avis. Parce que dans le coaching, le mot coaching, généralement, je vois beaucoup de coachs sur Insta qui disent, ouais, mais le coach, en fait, il fait que poser des questions. Il est Ouais. censé, c'est des paroles de coach, hein. Ah oui, oui, non, mais Moi, oui. je Mm. suis censé que poser des questions et c'est à toi de trouver les réponses par toi-même. Ouais, mais moi, par expérience, j'en ai eu des clients. Les clients, ils ont envie que quelqu'un leur donne son avis, leur avis. Et c'est pour ça que je parle de mentorat parce que mentorat, c'est quelqu'un qui te partage son expérience, qui est passé par là où tu veux passer et qui est là pour te guider vers le chemin. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Bon, c'est beaucoup plus, pour moi, beaucoup plus sensé pour les personnes qui vont nous écouter. Donc, avoir vécu un petit peu différents accompagnements. Aujourd'hui, pour moi, l'humain est primordial et je pense que ce genre de mentorat est quand même plus percutant, j'ai envie de dire, pour les personnes qui sont accompagnées que, oui, j'ai entendu cette phrase aussi, non, mais les coachs, parce qu'un jour j'ai demandé à un coach, je lui dis, non, mais clairement, explique-moi ce que vous faites, parce que vous me dites, on donne pas conseil, on fait pas ça, on fait pas ça. Enfin, il y a un moment, vous faites quoi? Et là, franchement, et donc oui, c'est là, bah, on pose des questions pour que les gens prennent conscience. Je sais pas, à ce compte-là, ils vont voir un psy. Enfin, ça fait le bébé fait pour moi. Et Et fait... après, juste pour préciser, Mm. par exemple, en fait, pour moi, le coaching, c'est un outil. C'est-à-dire Oui, que moi, dans mon mentorat, il y a par moment, je vais utiliser ma casquette de coach et je vais l'utiliser comme outil parce que je juge qu'à ce moment, la personne a besoin de se faire coacher. Mais pour moi, ça reste qu'un outil parmi d'autres. c'est ça. C'est parce que dans le coaching, donc il y a le poser des questions, il y a des outils, différents outils qui sont utilisés, mais ce côté mentorat, je pense, c'est hyper intéressant, tout simplement parce que, comme tu l'as dit, je suis passée par là, donc je connais voilà, les différentes étapes, et que ce qui est hyper intéressant, c'est que tu l'adaptes. Enfin, tu donnes pas ta méthode et puis, allez, c'est bon. Tu fais ce que je te dis de toute façon. Tu vois, Yes. il y a vraiment, on sent vraiment ce côté partage, ce côté j'entends ce que mon client me dit et que lui, il est pas à l'aise avec tel ou tel truc, peut-être, hein. Je sais pas, hein. Toi, tu recommandes peut-être un exemple très concret pour moi. On me recommande de faire de la vidéo et j'ai dit jamais de la vie. Hmm. Parce que j'ai pas envie. Voilà. Et ma question, c'est Hum. est-ce que la vidéo, c'est indispensable? Est-ce qu'il y a Non? d'autres solutions que faire de la vidéo? Bah oui, regarde, on est là. Oui. Non, mais Donc, c'est ça. Hum. donc, en fait, c'est comme, moi j'aime bien cet exemple. On Hum. va parler de bonbons. Tiens, Ouais. des carambars, ça te parle? Donc, Oui, oui, il y a oui. des carambars, tu vas dans un magasin de bonbons, tu sais, là où il y avait, là où il y a les tonneaux, où il y a toutes Hum. les couleurs et tu peux piocher. Bref, peu importe. T'emmènes des enfants, ben, il y a des enfants qui vont détester les petites bananes. Il y en a qui vont détester les bonbons qui piquent. Il y en a qui vont aimer que ça, etc. Donc, le but, c'est de trouver la voie que ton client veut emprunter. Et si ça passe pas par les bonbons qui piquent, eh ben, ça passera par les chamallows. Moi, j'aime pas les chamallows. Ben, ça passe par d'autres voies pour moi. Donc, je sais pas si si c'est parlant, cette métaphore.
Si, si, c'est très parlant. Où effectivement, de toute façon, il faut savoir s'adapter. Enfin, c'est important. Chacun est différent et tu vois, ça permet de respecter en fait l'unicité de chacun. Il y en a, ils veulent faire de la vidéo, d'autres pas. Moi, le podcast, je l'ai fait, c'est parce que j'ai pas envie de mettre ma tête sur YouTube. Voilà. Peut-être que ça arrivera un jour, hein, je le cache pas, mais Oui, pour l'instant pas envie. Donc, euh, tout donc à ça, fait. c'est plutôt pas mal. Mm. Et tu as dit un mot que j'aime beaucoup, c'est le mot s'adapter. Et il y a deux parties, s'adapter. Il y a s'adapter, peu importe ce que tu fais, pas forcément dans le coaching, peu importe, toi, tu dois t'adapter à ton client. Tu dois t'adapter, tu dois être à l'écoute de ton client pour faire en sorte que ça lui convienne et justement de ne pas lui imposer des trucs qu'il n'a pas envie de faire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi dans l'entrepreneuriat. On disait tout à l'heure, ben, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Oui. Mais en fait, déjà dans l'entrepreneuriat, pour moi, la définition, il y a le mot adapté dans la définition d'entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit toujours s'adapter et toujours trouver une nouvelle solution et toujours, il peut pas deviner ce qui va se passer. Il va toujours avoir des imprévus, mais on s'en fout. L'entrepreneur, c'est celui qui va prendre les décisions au moment même avec toutes les informations qu'il a en sa possession. Il peut se tromper comme ne pas se tromper. S'il se trompe, ben, il aura une prochaine décision à prendre un peu plus tard. Et puis, c'est comme ça. Et s'il réussit, il aura aussi une autre décision à prendre plus tard. Donc, on est toujours en train de s'adapter et de faire en sorte d'avancer au mieux. Ouais, Et, moi, j'appelle ça trouver des plans B. et les espèces qui n'ont pas réussi à s'adapter, elles ont disparu. Là, je parle des animaux. Mm. Donc, on s'adapte toujours. Il faut s'adapter, c'est une des qualités majeures de l'entrepreneur aujourd'hui. Après, on pourrait vous faire un discours entre la théorie de Lamarck et de Darwin, si vous voulez. Mais bon, là, on Alors, je en suis a pas encore calé, pour hein. 2 heures. Je suis pas calé sur ça. Ouais, ça, c'est plus mon domaine initial. Mais effectivement, oui, oui, il faut s'adapter. Enfin, quand tu es entrepreneur, moi, j'appelle ça trouver des plans B parce que bah, ton plan A, au final, tu l'as planifié et puis bah, non, ça va pas. Ça se Bon, bah, passe comment je pas fais? comme tu avais prévu. Voilà, il n'y a jamais rien qui se passe comme on a prévu. Et quand ça se passe bien, tu te poses la question de dire, bon, qu'est-ce qui va se passer derrière? Tu vois, c'est toujours le doute. De se dire, non, ça s'est trop bien passé. Il y a un truc, tu vois. Donc ouais, savoir trouver des plans B, s'adapter, prendre du recul, ça aussi. Pas se laisser impacter comme on a pu en discuter auparavant, pas se laisser impacter par les injonctions qu'on peut entendre. Et puis, je pense que ce qui est primordial, c'est être soi. Et même dans les appels, à mon avis, Oui, hmm, c'est de rester, voilà, on est comme ça, quoi. Hmm. tout à fait. C'est généralement c'est un gros facteur d'achat. D'ailleurs, la plupart des accompagnements que j'ai pris, c'était par rapport à la personne que j'avais en Ouais. face. Ça matchait avec la personne, ça matchait avec les idées, ça matchait avec la manière d'être, etc. Je pense également que pour mes clients, c'est la même chose, c'est qu'ils m'ont choisi moi parce que c'est moi. Et c'est hyper important de rester soi et de retrouver la même personne. Et puis ça sert à rien de ne pas être soi parce que quand tu es toi à 100%, tu vas attirer et repousser les gens qu'il faut. C'est-à-dire, tu vas à la fois repousser les gens qu'il faut et tu vas à la fois attirer les gens qu'il faut. Donc, pourquoi ne pas le faire? Et est-ce que tu as déjà eu, enfin, ça, petite question par curiosité, parce que ça m'est arrivé, déjà eu un appel avec quelqu'un, alors pour te faire accompagner toi, qui sur ses réseaux s'affiche d'une telle manière, et au final, t'as pas du tout la même personne en face. Alors, j'ai pas trop le souvenir. Je sélectionne pas mal avant de me faire Hmm. accompagner, c'est-à-dire que avant de me faire accompagner, je connais quand même plus ou moins déjà un peu la Ouais, personne. Et non, pour mon cas personnel, j'aurais pas particulièrement d'exemple à te citer. ok. Non, c'était une petite question curieuse, parce qu'on affiche beaucoup de choses sur les réseaux, hein. Donc, parfois, ça arrive de tomber sur des gens qui sont pas du tout. Enfin, ça m'est arrivé. Une Mais, chose très étonnante. mais j'ai déjà... Ah ouais? Hmm. Vas-y, raconte. Bah, une personne qui est hyper rigolote. Voilà, j'ai échangé. À la base, c'était pour travailler avec cette personne. Échanger avec elle.
avec elle, hyper sympa, hyper rigolote, et puis au moment de l'appel, quelqu'un de très fermé. Vraiment très fermé, campé dans son siège, tu vois, une attitude. Et je dis, ah, moi, je peux pas bosser avec ça. Enfin, Ouais, tu vois, je. mais regarde, tu l'as pas reconnue et là, elle Mm, a foiré sa vente parce que c'est mm, pas la même personne que ce que ouais, tu avais vu. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'il faut toujours être comme t'es au plus possible. Et si tu te dis, bon, mais par exemple, je sais pas, je vais faire des choses que j'ai pas forcément envie de faire ou un petit peu à contre-cœur sur les réseaux ou peu importe, ben, encore une fois, tu vas attirer des choses différentes ou tu vas attirer des choses que tu veux pas. Donc, c'est pour ça, vraiment, assume à 100% qui tu es. Si tu parles cash, ben, parle cash. Si tu es timide, t'es timide. Si tu es introverti, t'es introverti. C'est pas grave. Tu as toujours du monde que tu vas attirer. Si tu es introverti, ben, il y a des extravertis qui vont pas être attirés par toi, mais par oui. contre, il y a des introvertis qui vont se reconnaître et qui vont vouloir travailler avec toi. Et en plus, c'est bizarre parce que toi aussi, tu as envie de travailler avec des introvertis plus qu'avec des extravertis. Donc, en fait, le fait d'être soi-même, encore une fois, ça peut être que bénéfique parce que ça repousse les personnes avec qui tu n'as pas envie de travailler et ça attire les personnes avec qui tu as envie de travailler. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Après, il faut s'assumer. Je veux dire, moi, mon côté cash et Black Carambar, c'était pas si facile, hein, sur les réseaux. Mais, euh, mais c'est bénéfique. Enfin, je suis complètement d'accord avec toi que c'est bénéfique. Déjà, toi-même, tu te sens plus à l'aise, et puis quand tu arrives en appel, de toute façon, les gens, ils savent comment t'es, de Tout à base. fait. Mm. Tout à fait. Et pour conclure cet épisode, est-ce que tu as un petit mot pour nos auditeurs, le petit mot de la fin, tout ce Bisous. qui te passe par la tête? Bisous. Bisous, non, continuez euh, à vivre à fond et vivez sans avoir de regrets. Le message que j'aurais envie de faire passer, c'est celui-là. Vivez de manière à pas avoir de regrets, donnez-vous à fond, assumez-vous, assumez qui vous êtes, ne vous laissez pas influencer, faites votre propre choix et vivez libre. Très beau message. Moi, j'aime beaucoup. Très inspirant. Je te remercie vraiment d'être intervenu dans le podcast. Donc, comme je te disais, premier homme que j'interviewe. Et voilà, moi, je suis sortie de ma zone de confort aujourd'hui. Ça s'est bien passé? Très bien passé. Donc, je Merci te de m'avoir remercie. invité, Elodie. Bah, merci encore à toi. Et puis, je vais te souhaiter une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu vas m'écouter. Et à bientôt. Ciao.